planning de la campagne 1 million climat, d'emploi pour le climat. Bon, pour l'instant, on est dans la phase de présentation du rapport. Il y a 4 ou 5 réunions publiques dans différents départements qui sont programmées. Après, il y a un kit de mobilisation et d'action, enfin de mobilisation, qui va être mis sur le site Emploi Climat, avec des outils pour s'approprier le rapport mieux. On a déjà fait le petit fascicule, mais surtout on peut travailler que l'appropriation, elle peut se faire qu'en réseau, ancré sur un territoire, en réseau d'associations. On ne peut pas aller tout seul au combat, parce que ça sera quand même pas facile. Et donc des outils seront pour vous aider à constituer un réseau, à le faire vivre, vont être disponibles sur le site. Je ne dirais pas dans les semaines à venir, parce que compte tenu de la masse de travail, ce sera plutôt dans les mois à venir. On espérait être plus rapide, mais voilà, on n'y arrive pas, donc je ne peux pas faire de fausses promesses. Mais le premier groupe local transition emploi-climat a été créé dans les Bouches-du-Rhône et donc fait une réunion publique le 30 mars et ils ont réuni, je crois, une quinzaine d'associations qui vont travailler sur la problématique locale. C'est assez intéressant et donc ce qu'ils font sera mis sur le site de façon à inspirer, à mutualiser toutes les expériences. Le but du site, c'est aussi de mutualiser toutes ces expériences. Deuxième question. Comment un salarié d'EDF va perdre sa sécurité d'emploi? Ça, c'est effectivement une question importante. Il n'y a pas que les salariés d'EDF qui sont menacés. Hein. Vous avez vu, il y a quand même pas mal d'emplois menacés. Donc, effectivement, à EDF, ce qu'on peut dire, on doit travailler sur la question avec des gens qui sont bien plus compétents que moi pour répondre, mais effectivement, l'expérience que nous a amené l'Allemagne, c'est que 75% des emplois sont conservés pendant toute la phase d'arrêt et de démantèlement. Par exemple, et on a l'exemple de Brennilis en France, qui a été fermé en 85, je crois, et le démantèlement va durer jusqu'en 2146, non? C'est ça? Enfin, c'est absolument hallucinant, d'abord parce qu'on ne sait pas faire. Donc en fait, c'est vrai qu'il y aura effectivement peut-être sûrement plus de pertes d'emploi dans les sous-traitants d'EDF que dans le secteur EDF. Mais c'est un problème, comme je vous disais, on ne va pas demander à un salarié d'EDF de perdre son emploi dans l'Est et d'aller tout d'un coup fabriquer ou faire de la maintenance d'éoliennes dans le nord de la France, ça c'est sûr, mais je pense qu'il faut effectivement ne pas gérer en temps de crise. On a bien vu avec Fessenheim que c'était impossible et que malgré tout, voilà, la transition n'est pas une option et le nucléaire n'est pas l'option qu'on a choisie, nous. Sur l'évasion fiscale, alors un très rapide mot, on me demande où en est-on de l'évasion fiscale. Vous ne suivez pas les réseaux sociaux. Attaque opacifie donc les vitrines de tous ceux qui détournent l'argent. Donc on a commencé par Apple lundi matin et donc c'est des actions de rue comme nous disait Mireille. On a fait partie bien sûr des faucheurs de chaises. Alors c'est pas les seules actions qu'on fait, mais ces actions-là avec d'autres mouvements. Je vous assure, d'abord, ça donne de l'énergie, ça donne la pêche, c'est un collectif et ça met la pression. Donc, alors c'est sûr que plus on sera nombreux à le faire, de façon festive, non violente, ludique, mais offensive quand même, avec des exigences. Et il y a une campagne qui démarre qui s'appelle « Rendez-nous l'argent ». Donc, il y a Attaque qui va sortir pas une brochure, mais un rapport, mais donc dans le cadre d'un vaste mouvement pendant toute la campagne présidentielle où des associations, là aussi, se sont mis ensemble pour faire converger les luttes. Et donc, vous allez bientôt être au courant de cette campagne. Et d'ailleurs, la première action d'opacification de la vitrine d'Apple à Saint-Germain-des-Prés, donc, était la première action de la campagne « Rendez-nous l'argent ». Voilà. Et pour la dette...
Ceux qui veulent se déplacer jusqu'à Fresnes 94, qui n'est pas le bout du monde, une façon ludique de parler de la dette publique, c'est une troupe belge qui s'appelle Croque-Mitaine, qui va manger toutes les idées reçues sur la dette avec un spectacle qui s'appelle Système Dette. C'est une troupe belge qu'on a invitée et qui se produit samedi et c'est que 5 euros. Donc si vous voulez savoir, et bien sûr la pièce a été conçue par le comité d'annulation de la dette et le collectif audit de la dette belge. Donc un petit conseil, venez à Fresnes à la MJC. À 20h, écoutez, c'est sur l'agenda d'attaque, hein, 20h30, voilà le début. Voilà, c'était pas trop difficile pour moi, ça va. Alors, j'ai été obligé de répondre très brièvement, parce que là, j'ai un très grand nombre de questions. Quid des émissions de méthane? Donc, comme je disais, en France, l'essentiel des émissions de méthane, ça vient de l'agriculture. Donc, c'est traité dans le document AFTER dont je vous ai projeté la référence. Donc, ces émissions diminuent moins vite que les émissions de CO2, en particulier parce qu'il reste de l'élevage. L'élevage des ruminants est quand même divisé par deux par rapport à aujourd'hui. Mais il y a assez peu de solutions techniques qui sont mises en œuvre au-delà de cette réduction de l'élevage, en particulier pour ne pas aller vers des solutions qui relèveraient d'une artificialisation croissante. Alors, il y a des chercheurs qui nous disent en mettant des compléments alimentaires aux vaches, elles émettront moins de méthane, etc. C'est d'antibiotiques. Bon, Cyrano Aftern a choisi de ne pas rentrer là-dedans. Où on enferme les vaches, puis on traite le méthane par catalyse. Ça, c'est pareil. Alors, ce qui renvoie à une autre question, et si on diminuait drastiquement l'élevage en végétalisant son alimentation et en plantant des arbres dans les prairies? Oui, on peut. Techniquement, c'est possible et ça ferait réduire davantage les émissions. Les choix qui ont été faits dans le cadre de ce scénario AFTER, auquel moi, je n'ai pas participé, les choix ne sont pas ceux-là, en considérant que l'élevage en montagne en particulier rend des services, permet de maintenir une diversité des paysages et une biodiversité plus grande que, en gros, ce qui se passerait si on supprime l'élevage. Dans beaucoup d'endroits, c'est une forêt plus homogène se met en place naturellement. Voilà, avec moins de biodiversité et des paysages plus fermés. Bon, voilà, moi, c'est pas du tout mon domaine de compétences particulier, mais je vous explique juste les choix qui ont été faits là-dessus. Quelqu'un dit construction en bois, déboisement à terme, je pense vraiment pas. Alors évidemment, si on construisait trop, oui. Là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser le bois d'œuvre disponible, pas de raser des forêts pour construire en bois. Ça n'a pas de sens du tout. Bon, ça aussi, ça fait partie du scénario AFTER. La quantification qui a été faite des ressources de la forêt a vraiment été discutée avec beaucoup de parties prenantes. Elle est quand même assez prudente, il me semble. Alors on me demande, quand on aura à rénover thermiquement tous les logements, on perdra les emplois. Alors, d'une part, il y en a vraiment beaucoup, des logements rénovés et des bureaux aussi. Donc c'est pour ça que jusqu'en 2050, on reste, vous voyez, ça ne diminue pas parce qu'on a à peine fini de tout rénover. Et encore, il faudra recommencer pour partie. Voilà, des vitrages très isolants qui ont été posés en 2019, en 2050, il aura fallu les changer. Pour le petit calcul sur les chances de rester en dessous d'1,5 degré, 2 degrés, quelles hypothèses démographiques? Bon, dans le 100 MW, c'est le scénario démographique central de l'INSEE qui est utilisé, donc qui prévoit qui suppose une augmentation modérée de la population, et c'est pareil, scénario central de l'ONU pour niveau monde. Alors, est-ce que le scénario Négawatt 2017 a estimé la consommation énergétique pour produire les machines nécessaires dans les énergies renouvelables? Est-ce que c'est intégré dans le bilan? Oui. En fait, il y a une partie industrie qui est couplée avec le reste. Et en fait, il y a dans la présentation longue que vous trouvez sur le site, vous avez quelques chiffres assez parlants
sur en particulier la quantité de ciment nécessaire pour installer des éoliennes, qui n'est pas négligeable, mais qui est beaucoup plus faible que ce qui est économisé par la sobriété dans la construction. Question difficile, alors je ne vais pas pouvoir répondre avec précision. Comment faites-vous baisser les émissions de CO2 d'ici 2050 dans une si forte proportion? C'est l'addition de beaucoup de choses qui sont... Alors là encore, je vous renvoie au site et aux documents qui s'y trouvent, parce que voilà, il n'y a évidemment pas une réponse unique à cette question. Alors, Gardanne, c'est quoi le problème? Gardanne, c'est une centrale, alors, où là, l'idée est de... Alors, je crois que ça répondait à des appels d'offres qui avaient été faits pour utiliser de la biomasse. Et là, c'est un exemple de mauvaise utilisation de la biomasse. Bon, on a des ressources limitées en biomasse, malheureusement, et donc il faut bien l'utiliser. Là, Gardanne, le projet c'était de faire que de l'électricité, donc avec un rendement très faible, qui est encore plus faible que les rendements des centrales électriques actuelles. Donc un gâchis par rapport à ce qu'on pourrait faire avec des centrales plus petites, avec cogénération ou purement en chaleur. Alors, ça c'est... Quel coût, quelle énergie pour produire les matériaux isolants est nécessaire? Combien d'années jusqu'au retour sur investissement énergétique? Sur les isolants, le retour sur investissement énergétique, il est rapide. La question est beaucoup posée, elle est beaucoup posée sur les renouvelables, où le retour est de plus en plus rapide aussi parce qu'on utilise de moins en moins de matière. Sur les panneaux photovoltaïques, c'est net, les couches sont de plus en plus minces. Là encore, je vous renvoie au site Décrypter l'énergie, où il y a pas mal de références qui sont fournies. Si vous tapez Décrypter l'énergie sur un moteur de recherche, vous allez tomber dessus. Je suis désolé, je suis obligé de faire des réponses très courtes du fait du nombre de questions importantes. D'ici 2050, peut-on imaginer des ruptures fortes du type de celles qu'on a connues avec l'informatique? Oui. Par définition, on ne les connaît pas. On sait qu'il y en aura. Alors, il peut y avoir plusieurs éléments derrière cette question. Alors, par exemple, il y aura des nouveaux usages de l'énergie, certainement, enfin de l'électricité en particulier, auxquels on ne peut pas penser aujourd'hui. Je sais pas, peut-être une explosion des robots domestiques, enfin je dis ça comme ça, mais ça peut être tout autre chose, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé voici 35 ans. Et dans le scénario des gigawatts, il y a une marge qui a été utilisée pour ça, en fait. Dans les consommations d'électricité spécifiques, il y a une case usage futur inconnu aujourd'hui, en se disant que probablement il y en aura. Bon, évidemment, la quantification, là, elle est faite à la louche, forcément. Alors, la question peut aussi renvoyer à la question... au thème des emplois. Il y aura des... Là, il y a vous savez, un énorme débat sur est-ce qu'on va vers une automatisation massive et des pertes d'emplois massives, ou bien pas si massives que ça, avec un paradoxe énorme qui est que les gains de productivité tels qu'ils sont estimés sont de plus en plus faibles dans tous les pays développés. Et qu'en même temps, on a l'impression qu'on vit une époque de transformation productive à un rythme exceptionnel. Donc, comment on arrive à mettre les deux, à faire tenir les deux, c'est une question qui agite pas mal de chercheurs. Et voilà, moi, je n'ai pas la réponse à cette question, mais alors après, il y aura sûrement des ruptures qui fait que les estimations de création d'emplois et de destruction d'emplois que je vous ai présentées, certaines seront surestimées, d'autres sous-estimées. Mais ça peut jouer dans les deux sens. Peut-être qu'en 2050, le fret il passera essentiellement par des camions automatiques. Et du coup, les pertes d'emplois dans le fret routier, on s'en fiche parce que ces emplois auront disparu de toute façon. Peut-être que ce n'est pas du tout le cas. Peut-être qu'il y aura moins de création d'emplois que prévu dans les transports en commun parce qu'ils seront davantage automatisés ou pas. Bon. Mais une chose est sûre, c'est que les transformations qui auront lieu indépendamment sur le question de l'emploi, indépendamment de la transition énergétique, seront plus importantes que les transformations relevant uniquement de la question de la transition énergétique. Dernière question, lors d'un hiver comme cette année,
Alors on nous dit, voilà, peu de soleil, peu de vent, comment on arrive à l'équilibre électrique en fait? Alors déjà pendant le pic de production, là, il y avait beaucoup de vent. Mais ça peut arriver qu'il y en ait peu. Alors, dans le cadre de l'élaboration du scénario négawatt, l'équilibre électrique a été vérifié au pas de temps horaire sur la France, donc en prenant des données météo d'années passées et puis en simulant le système électrique. Comment on s'en sort par différents moyens. Alors déjà, il y a une assez bonne complémentarité entre le solaire et l'éolien, parce qu'il y a plus de vent en hiver, plus de soleil en été. Ensuite, il y a un certain foisonnement, c'est-à-dire que on utilise, il arrive qu'il y ait du vent en Méditerranée, pas en Atlantique, donc ça contribue à cet équilibre. Il y a différents moyens de stockage, à commencer par les stations de transfert d'énergie par pompage hydraulique, qui sont le premier moyen de stockage aujourd'hui, avec un potentiel encore assez important. Et puis il y a ce qu'on appelle alors, le power to gas. Donc, dans le 100 MW, surtout à partir de 2030, il y a un recours à de la production d'hydrogène et de méthane de synthèse, dans une deuxième étape après l'hydrogène, qui est ensuite stocké dans le réseau de gaz. Le réseau de gaz, en fait, il a une capacité de stockage énorme. Ce gaz, ensuite, il peut être utilisé, donc je détaille, quand on a trop d'électricité, parce qu'on a beaucoup de besoins, beaucoup de capacités renouvelables, beaucoup d'éolien, beaucoup de photovoltaïque, on a beaucoup de soleil, beaucoup de vent, on a de l'électricité en surplus, on la transforme en hydrogène. Cet hydrogène, on peut déjà en injecter une petite proportion dans le réseau de gaz, mais pas beaucoup. On peut transformer cet hydrogène par une opération qui s'appelle la méthanation en méthane. Ça, on le stocke dans le réseau de gaz. Et ensuite, ce gaz, on peut l'utiliser dans les transports, pour le chauffage, pour produire de l'électricité, pour tout ça. Donc, c'est donc cet ensemble de l'équilibre du système énergétique qu'il faut voir. Et c'est ça qui a été modélisé. Le dernier élément, mais qui n'a pas été pris en compte, mais ce sont les interconnexions avec les autres pays. Donc par prudence, l'équilibre dans le scénario négawatt ne prend pas ça en compte, mais enfin dans la réalité, c'est quand même ça qui se passe beaucoup et qui va se passer de plus en plus, parce qu'on en fait de plus en plus des interconnexions. Je m'arrête là et je passe le micro à ma voisine. Il y a aussi beaucoup de questions. Oui, alors je ne savais plus trop. Donc, quelqu'un demande si le gouvernement Valls-Hollande a lu le rapport Canfin-Grandjean et en a-t-il tiré des actions? Mais oui, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, on peut enfin, moi je pense qu'on a un gouvernement qui a fait beaucoup de choses et qui a en tout cas vraiment essayé de faire le maximum de ce qu'il pouvait. Alors, dans l'ordre, il y a eu le doublement des financements climat de l'Agence française de développement, et en particulier de l'aide pour les pays qui sont touchés par les problèmes de réchauffement climatique. Il y a eu aussi une loi très importante dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'article 173 de la loi de transition énergétique, qui oblige les financiers à publier leur empreinte carbone. Donc ça, c'est très important, parce que ça permet une prise de conscience. Et ça permet aussi aux investisseurs de mieux savoir dans quoi ils investissent. Mais si je voulais être un peu cynique ou critique ou négatif, je dirais, sur le reporting, ça va toujours bien. Parce que le reporting, c'est du déclaratif. Ce que les gouvernements ont du mal à faire, c'est d'interdire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais bon, il ne faut pas dire ça. C'est déjà, espérons, disons, que le reporting soit une première étape. Voyez. Et puis on a quand même une loi de transition énergétique et pour la croissance verte qui est bien, qui contient des choses, qui contient par exemple une taxe sur les transactions financières, qui est peut-être pas très élevée mais qu'on a faite, qui permet quand même de dégager 800 millions d'euros, c'est pas si mal que ça, et qui augmente. On a une taxe carbone en France qui augmente, et qui augmente à 22 euros la tonne l'année prochaine, puis à 30. Alors évidemment, elle a un périmètre peut-être un peu réduit, etc., mais il y a plein de choses, hein. Donc, le problème, enfin, la difficulté que je vois, c'est que sur la taxe carbone, par exemple, donc, le rapport Canfin-Grandjean avait aussi, à la suite du rapport Canfin-Grandjean, qui est donc pour la COP21, il y a eu une mission confiée à Alain Grandjean et Gérard Mestralet
pour proposer d'améliorer le système des quotas et le système du marché de carbone. Donc ça a été une mission, ça a été fait, le rapport a été rendu. Malheureusement, la loi qui en est sortie, la directive européenne, est très décevante et n'est pas susceptible d'augmenter significativement le prix du carbone. Et puis la commission Stern-Stiglitz mondiale sort de là aussi. Donc vous voyez, il y a des avancées, mais... Alors bien évidemment, sur le marché européen, la question qui se pose, j'ai aussi des questions qui posent, c'est l'Europe. C'est-à-dire que, en ce qui concerne le marché de l'électricité, on n'est pas chez nous. En ce qui concerne la taxe carbone, on n'est pas chez nous. En ce qui concerne les investissements, on n'est pas chez nous, puisque dans l'Union européenne, les capitaux sont libres. Et d'ailleurs, l'Union européenne n'a plus du tout de frontières de capitaux avec l'extérieur. Les mouvements de capitaux sont totalement libéralisés. Et j'ajouterais que les mouvements de personnes sont aussi totalement libéralisés. Alors, je ne suis pas en train de vous faire du Marine Le Pen, je pense qu'il y en a suffisamment comme ça, donc ce n'est pas la peine d'en rajouter. Mais il faut quand même bien être conscient de ça. Il faut pas non plus aller dans l'autre sens. Moi, évidemment, je suis pro-européenne, je m'appelle Martini, mon grand-père était italien, ma grand-mère maternelle est polonaise, je ne suis pas anti-européenne. Bon. Mais je pense qu'on est allé beaucoup trop loin en termes de dérégulation, et qu'à partir du moment où on n'a plus de contrôle, aucun contrôle sur nos mouvements de capitaux, on ne peut pas imposer grand-chose. Et c'est pour ça que nos gouvernements sont impuissants. Vous voyez ? Donc je pense, moi, qu'on devrait revenir à une régulation qui n'exclut absolument pas, évidemment, de coopérer, comme on l'a d'ailleurs toujours fait dans l'histoire, avec des États. Bon. Pour toutes les discussions sur l'emploi, je voudrais quand même signaler qu'en ce qui concerne... Moi, il se trouve que j'ai des travaux chez moi, comme beaucoup de gens à Paris en ce moment. Il y a 40 ouvriers dans l'immeuble, il n'y en a pas un seul qui parle français. Bon. C'est-à-dire que toutes les histoires de rénovation énergétique, si on les met en place dans l'Europe telle qu'elle fonctionne actuellement, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas des Français qui vont faire le boulot. Parce qu'aujourd'hui, les travailleurs sont libres. Vous voyez ? Donc, après ce n'est pas forcément mal. Mais là où c'est mal, c'est que dans l'Europe qui fonctionne actuellement, on a les dépenses, c'est-à-dire qu'on a la course au moins-disant sociale et fiscale, mais on n'a pas les subventions. On n'a pas l'aide, c'est-à-dire que les excédents allemands, ils restent en Allemagne. Je vous rappelle quand même que l'Allemagne est le pays qui a le plus grand excédent commercial du monde, avec 350 milliards d'excédent commercial, quand la France a 80 milliards de déficit. Donc moi, je veux bien de l'Allemagne, si l'Allemagne joue son rôle fédéral. Si l'Allemagne met... Comment ? Mais bien sûr, mais le problème... Ah, Raymond, je ne t'avais pas vu. Mais le problème, c'est que l'Allemagne refuse ça depuis 30 ans. Il est en train de dire que l'Allemagne ne respecte pas le traité de Maastricht. Oui, mais bien sûr. Un excédent à 6% que dans le traité, pas le traité de Lisbonne, je ne sais plus lequel. Voilà, mais je ne sais pas si ça va changer grand-chose de leur point de vue. Donc il y a des problèmes de ce côté-là, et je pense que c'est important de les prendre en compte. Et ce qui est difficile, c'est que le débat, il n'est pas du tout bien posé. Parce que moi, je voudrais qu'on parle d'économie. Je ne voudrais pas qu'on parle de « je suis pro-anti-européen, je veux sortir de l'Europe », etc. Le débat est complètement polarisé, radicalisé, on parle de rien de sérieux. Donc c'est difficile. Hein. Mais aujourd'hui, on est dans une Europe qui est très très ouverte. Donc dans tous les raisonnements, ça doit être pris en compte, dans tous les raisonnements économiques du moins. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme question ? Alors, je voudrais juste dire sur les robots, moi, mais ça, il faudrait en débattre peut-être, parce que moi c'est mon sentiment. Moi, je pense que, évidemment, la robotisation est pour beaucoup dans les problèmes d'emploi qu'on a actuellement, qui sont structurels, et on n'a peut-être encore rien vu. C'est-à-dire que chauffeur routier, c'est le plus gros emploi dans 12 États des États-Unis. Donc effectivement, le jour où les chauffeurs routiers sont automatisés, et par contre, ce qui est marrant, c'est que les constructeurs automobiles investissent massivement dans l'automation. Ils n'investissent pas dans la voiture de litre au 100, mais alors ils veulent tous être le premier à sortir la voiture sans chauffeur. Bon. Donc, il y a des grosses menaces de ce côté-là, qui vont aussi avec la délocalisation. Mais moi, en termes d'automation, alors moi je ne suis pas ingénieur, j'ai l'espoir qu'il y a une très très grande partie de l'informatique qui est basée sur des coûts très faibles de l'énergie. Tout ce qui est numérisation,
en fait, ça consomme une énergie folle. Donc aujourd'hui, ça fonctionne parce que l'énergie n'est pas chère. Il y a ce problème-là, puis il y a aussi le problème des métaux rares, c'est-à-dire le lithium et tout un tas de machins. Bon, je ne connais pas les détails, mais je sais qu'il y a beaucoup d'économistes qui alertent sur le fait que le prix de ces ressources-là pourrait se renchérir. Donc moi, je ne suis pas du tout sûre qu'on va arriver dans un monde totalement numérisé. En plus de ça, donc j'espère, si vous voulez, que les contraintes énergétiques, en tout cas sur les ressources fossiles, peuvent arriver à diminuer un peu cette pression de la robotisation qui n'a pas que des bons côtés en termes d'emploi. Hein. Donc voilà. Et ceci dit, dans l'argumentation de l'économiste Adair Turner, par exemple, pour la création monétaire, il prône la création monétaire pour financer les investissements, mais aussi et surtout pour soutenir la demande face à la montée du sous-emploi et du chômage et du surendettement. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi que la création monétaire, c'est pas exactement le revenu universel ou le revenu de base, parce qu'il y a des nuances, mais c'est quand même ça, c'est de réinjecter du pouvoir d'achat, parce que la robotisation, c'est aussi ça. Automatisation, moins d'emplois, moins de consommation, et des problèmes très importants. Donc il y a des solutions, mais elles sont peut-être pas tout à fait libérales. Alors, qu'est-ce qu'il... je vais prendre peut-être une dernière question. Alors, taxe carbone, quelqu'un me dit, évolution trop lente, juste niveau, taxer plus vite, taxer plus fortement. Ben oui, donc c'est ce que disent tous les rapports. Pourquoi est-ce qu'on ne taxe pas plus fortement ? Parce que les acteurs économiques que ça gêne résistent. Et pourquoi ils résistent ? Ils résistent parce qu'ils ne veulent pas s'exposer à des pertes, mais ils résistent aussi parce que la réponse à ça, quand vous êtes la Pologne et que 80% de votre énergie est au charbon, parce que c'est quand même ça. Hein. En Allemagne, c'est combien ? 40%, non ? Au charbon. Oui, de l'électricité, voilà. Mais ouais, enfin, il y en a quand même encore pas mal. Hein. C'est 39% de l'électricité, je crois. Et en Pologne, c'est 80%. Oui, pardon, c'est l'électricité. Enfin, c'est quand même énorme. Bon. Vous dites à la Pologne, on va taxer ton charbon. Ce qu'il faut immédiatement pouvoir lui dire, c'est on va t'aider, on va te compenser. On ne peut pas prétendre imposer des transitions à des acteurs privés sans leur proposer une compensation. Et là, on retombe sur le problème d'endettement. C'est-à-dire aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens de dire on va subventionner la réorientation. Donc la planche à billets, la création monétaire, elle peut aussi servir à ça. Hein. Alors quelqu'un a demandé, évidemment, quelqu'un a dit ah oui, on va revenir à 1970 et il va y avoir de l'inflation. Évidemment que c'est ça le problème. Il y a deux problèmes avec la création monétaire. Le problème, c'est l'inflation. Et le deuxième, qui en est proche, c'est l'utilisation par l'État à des fins politiciennes. C'est que les gouvernements se mettent à faire n'importe quoi avec les billets qu'on leur donnera, parce que qui va demander à avoir un champ d'éoliennes, qui va demander à avoir une autoroute qui arrive en bas de chez elle, etc. Ça a toujours été ça, les deux problèmes, et il n'y a aucune réponse simple. C'est-à-dire que le libéralisme a ses inconvénients, mais l'équilibre est très difficile à trouver. Mais on peut le trouver notamment peut-être avec une banque centrale indépendante, enfin une banque centrale rapportant au gouvernement mais constituée d'experts indépendants, enfin il y a des solutions. Hein. Alors, dernière question, notre société est dominée par la logique de la concurrence capitaliste. Les scénarios de transition écologique peuvent-ils être mis en œuvre dans ce cadre ? Moi je pense que oui. C'est-à-dire que je pense que l'écologie et le capitalisme ne sont pas du tout forcément ennemis. Je pense que l'écologie peut rapporter et que l'écologie peut être profitable. Et je pense même que, comme je ne connais pas vraiment d'alternative au système capitaliste, peut-être qu'il y en a une, mais je pense qu'elle n'a pas encore... si elle existe, elle est devant nous, elle n'est pas derrière. Donc... je pense que le système capitaliste, il a financé les 30 Glorieuses, il a financé la reconstruction après la guerre, ça se passait plutôt bien, mais je pense que ça se passait bien dans un contexte où on avait un État assez fort qui était garant de l'intérêt général. C'est-à-dire dans le capitalisme, il faut un équilibre, il faut un État qui taxe, un équilibre des forces. Hein. Donc moi je suis
pas anticapitaliste, mais je suis contre le capitalisme hyper libéralisé qu'on a aujourd'hui, qui aboutit à l'évidence à des inégalités très graves et qui surtout aboutit à ne pas prendre en compte la transition énergétique. Voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à tout. Bien. Alors il y avait une question que je ne t'ai pas passée, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit « Qu'est-ce qu'on attend ?» et je ne sais pas si c'est le même qui a écrit « Une seule solution, la révolution ». Voilà. C'est des révolutions, ouais. Alors je voulais juste compléter, alors c'est toujours très dangereux de parler finance après, comment on dit, une financière ou un financier, je ne sais pas. Mais il y a quand même, pour financer aussi la transition écologique, il y a une campagne actuellement qui est la campagne QE4 People, QE for People, c'est un jeu de mots, et qui consiste donc à demander à ce que la BCE cesse d'inonder les marchés financiers et avec combien 80 milliards par mois, et d'utiliser cet argent-là pour financer la transition énergétique. Donc cette campagne-là aussi, vous pouvez regarder sur Internet, QE for People. Je crois que maintenant, elle est soutenue par la Fondation Hulot, je crois. C'est nous c'est le collectif Roosevelt qui l'a introduit au départ en France. Oui. Mais voilà. Donc maintenant, c'est repris par tout le monde. Donc c'est bien. Voilà. Sur les métaux rares, sur la question du développement de la robotisation et la numérisation de l'économie, on a abordé cette question le 1er mars. Moi, par rapport à mes connaissances sur le sujet, j'ai des gros doutes, je disais la dernière fois, sur effectivement cette numérisation et robotisation à outrance. Parce qu'on va vite se retrouver limité par les réserves de métaux rares. Et 90% de ces métaux rares sont en Chine. Donc ça veut dire que si on se lance là-dedans, ça veut dire qu'on va être pieds et poings liés. C'est-à-dire qu'on va perdre notre liberté. On aura peut-être gagné notre liberté énergétique grâce à la transition énergétique, mais perdre notre liberté par ailleurs par rapport à cette question-là. Donc moi, je ne suis pas si sûr. Et en plus, les scientifiques qui travaillent sur ces questions disent que pour aller vers une miniaturisation toujours plus grande, on est obligé d'aller vers avec les métaux. J'ai un trou. On est obligé de mélanger les métaux, là, de faire des alliages, merci, des alliages qui empêchent tout recyclage derrière. Donc ça veut dire qu'on est potentiellement en grande difficulté sur cette question-là. Voilà. Alors, il y avait d'autres questions qui étaient sur... aussi en termes de financement par rapport à la Pologne. La COP21 prévoit un fonds de 100 milliards de dollars par an pour financer la transition et l'adaptation. Et ce fonds, d'après mes connaissances, on l'attend toujours. Et plus exactement, il existe alors à hauteur de, on ne sait pas très bien combien, je ne sais pas si vous avez 10 milliards sur 100, dont 2 déboursés, et une partie qui est en prêt, c'est ça, non? Oui, voilà, tout est en prêt. Donc ça veut dire que c'est 10 milliards de prêts, donc là un endettement supplémentaire. Voilà, donc ça veut dire que côté finance aussi, les États n'ont pas su mettre en place ce fonds qui doit permettre aux pays les plus pauvres de faire la transition et de s'adapter. Alors il y a différentes questions, c'est comment rétablir la confiance de l'opinion dans les élus, avec les élus et le personnel politique. Comment est-ce que nous agissons politiquement pour que ces scénarios soient mis en œuvre, lobbying ou mouvements sociaux. Quel portage de vos propositions a été fait auprès des candidats à la présidentielle? Alors, je vais juste dire un mot sur ce qui se passe quand même dans les mouvements citoyens par rapport à la présidentielle. Donc, un certain nombre de mouvements, il y a pas mal en fait de coalitions de mouvements qui sont en train de se créer. Il y en a un en particulier qui s'est réuni il y a quelque temps. Il y avait Attac, il y avait Négawatt aussi, représenté par Thierry Salomon. On s'est réunis, on était une cinquantaine d'organisations qui se sont mis d'accord sur 25 propositions et qui sont présentées aux candidats, aux différents candidats. Et il va y avoir une réunion à l'AGK le 30 mars
où pour l'instant Benoît Hamon est sûr, mais tous les candidats ont été invités. On a déjà eu un débat avec Benoît Hamon, il y avait aussi Yannick Jadot avant qui se réunissent et Charlotte Marchandise. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui se font pour présenter ces propositions-là aux différents candidats. Il y a eu aussi avec Montebourg, et où Montebourg a été assez étonné du travail qui avait été fait par les mouvements. Il ne savait pas que ça existait. Voilà. Donc, ce dont je voudrais témoigner, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de se faire autour de la Fondation Nicolas Hulot, Emmaüs et Colibri peut-être, qui réunirait actuellement 70 mouvements. Donc ça veut dire qu'il y a tout un travail de synergie, de reliance, de convergence qui est très très fort actuellement. Et enfin moi je ne sais pas ce que tu en penses à Attaque, mais je pense que l'influence qu'on aura sur les élections sera pas excessive, on va dire, mais par contre ce que ça augure c'est l'après-élection. Je pense que là il n'y aura pas de période de grâce. C'est sûr que voilà. Et puis je terminerai aussi par rapport à l'action qu'on peut faire. Il y a une action qui est en cours le 23 avril, donc le jour du premier tour. Il y a quelque chose qui est en train de se lancer qui s'appelle Place Debout. Et l'idée, c'est d'investir, que les citoyens investissent les places, toutes les places des grandes villes, des villes en France, le jour de l'élection, qu'on soit présent le jour de l'élection. Donc c'est en train de se monter, donc vous regardez sur vos moteurs de recherche Place Debout pour y participer. Plus on sera nombreux, plus ça vaudra le coup. Alors, ce qui est un peu troublant, c'est effectivement ce que tu dis, Mireille, c'est que finalement, toi, tu dis les pouvoirs politiques ne peuvent pas grand-chose, c'est les pouvoirs financiers qui peuvent faire quelque chose. Il va falloir badigeonner la BNP, continuer, ça a déjà été fait d'ailleurs, on va repiquer des chaises. Voilà. Yann ? Juste pour l'évasion fiscale, j'ai complètement oublié de vous dire qu'il y avait une campagne aussi, mais là, mondiale, du 1er au 7 avril. Et donc, il y avait plusieurs actions qui auront lieu dans plusieurs pays. Et c'est la plateforme judiciaire et fiscale qui est aussi partie prenante avec des tas d'organisations. Et il y a aussi le mouvement pour montrer la mobilisation citoyenne et de la société civile. Nos droits, leurs privilèges, donc qui va dénoncer aussi pendant toute la campagne présidentielle un certain nombre de faits et faire des actions. Donc on voit qu'il y a quand même une effervescence, effectivement. Je crois que là, il ne faut pas louper le coche, quoi. Il faut y aller, il faut vraiment... voilà, c'est des petites révolutions en grosses révolutions, multiformes. Il faut les accepter qu'il y ait plein d'associations différentes qui s'organisent parfois différemment, mais c'est un rapport de force avec la société politique pour dire qu'on existe et qu'on prend la parole. Je ne suis pas d'accord pour dire que... Je vous laisse applaudir. Couper les applaudissements. C'est pas avec ce que tu viens de dire que je suis pas d'accord. Mais l'idée selon laquelle les pouvoirs publics ne pourraient pas agir, alors là, je suis vraiment pas d'accord, y compris au sein de l'Union européenne. Prenez un pays comme la Suède, qui a mis en place une taxe carbone qui est à environ 100 € la tonne. Ils ont réussi. Vous prenez leurs émissions par habitant, elles sont pour un pays de niveau de développement comparable les plus faibles dans le monde. Vous prenez, ils ont le taux d'emploi le plus élevé dans l'Union européenne, donc ça n'a pas joué contre l'emploi. Même la partie des émissions couvertes par le système de quotas européen, bon, effectivement, ce système ne sert à rien puisque le prix du quota est à 5-6 € la tonne, ce qui est totalement inutile. Mais au Royaume-Uni, ils ont mis en place une taxe complémentaire à environ quelque chose comme 20 € la tonne. D'autres États membres peuvent le faire s'ils le souhaitent. Alors il y a quelques domaines où les règles européennes font que les États membres ne peuvent pas aller plus loin réellement, de type l'efficacité des appareils. Bon, il y a des règles de circulation dans l'Union européenne. Mais des outils politiques pour des États qui sont convaincus et dont la population évidemment est convaincue derrière, sinon elle ne soutiendrait pas ces mesures, ça existe quand même.
Je parlais surtout, je suis tout à fait d'accord, hein, et voilà. Mais en plus, en France, je pense qu'on fait aussi des choses, hein, donc je ne veux pas du tout dire ça. Je voulais plutôt parler de la finance, hein, effectivement. Mais la finance, nous on a été bien placés au collectif Roosevelt. On a beaucoup travaillé au moment de la loi de séparation des banques de finance, des banques d'investissement et des banques. Voilà. Et pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas fait grand-chose? Parce que les banquiers étaient dans la cour du ministère de l'économie. Voilà. Non, mais, juste une... Oui, alors... Ce qui a été dit sur l'absence de pouvoir des politiques. Lorsque les politiques veulent mettre en place quelque chose, y compris en Europe, quand par exemple on fait le vote sur la Constitution européenne en 2005, il y a 57% des gens qui sont contre. 2 ans après, on passe outre, etc. Je veux dire, le pouvoir politique joue la comédie de celui qui n'a plus le pouvoir. En réalité, il a le pouvoir de favoriser justement la finance. Et par exemple l'absence de règles communes en matière sociale et en matière environnementale et en matière fiscale, c'est une volonté politique. C'est pas que les politiques sont impuissants par rapport à ça. C'est qu'à travers même le traité constitutionnel de 2005, ils interdisent la possibilité d'une harmonisation fiscale. Donc il y a quand même de la part des politiques, il y a une hypocrisie fondamentale. Et moi je pense qu'il ne faut pas les exonérer de cette responsabilité-là, parce que c'est de ça qu'on souffre actuellement. Et si je comprends bien, si on se contente de dire les politiques ne peuvent plus rien, c'est la finance qui a pris le pouvoir. C'est la finance qui a pris le pouvoir parce que les politiques ont donné le pouvoir à la finance. Ils vont parler de dérégulation. Merci de votre intervention. J'étais revenu parce qu'effectivement, ça m'avait un peu choqué ce que tu disais. Donc, tu as rétabli la chose. Effectivement, Là, malheureusement, la finance, effectivement, est en collusion. J'avais les confidences de quelqu'un qui me disait que pendant les négociations entre Hollande, Merkel, Tsipras et Juncker, en juillet 2015, il y avait dans la salle le directeur général de la BNP, le directeur général de la Deutsche Bank. Donc, ils n'étaient pas là par hasard, ils étaient invités par la France et par l'Allemagne pour participer aux discussions. On n'est pas obligé de les faire rentrer dans la salle. Alors, j'ai juste une dernière chose pour les personnes qui partent. L'organisation de ce type de choses coûte un peu d'argent. Donc, si vous pouvez mettre un petit peu de finance dans la boîte pour nous aider, ce sera gentil. Et prenez des brochures parce que je les porte sur mon dos. Prenez des brochures, il y a des livres. Et on est obligé de partir. 5 mégawatts ne prend pas en compte la question.